Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de gens dignes qui luttent pour survivre avec un minimum d'argent. Comment peut-on en venir à une idée pareille, se prostituer? Je me suis retrouvée dans une situation de précarité extrême. Les services sociaux sont intervenus dans ma vie et m'ont laissé entendre qu'ils prendraient mes enfants. Brigitte cumule 2 emplois mais n'arrive pas à joindre les deux bouts. À 44 ans, elle doit toujours compter sur l'aide de sa famille. Sans eux, je serais à la rue. Donc je ne suis même plus au stade d'être digne ou pas digne. Je suis aux abois tout le temps. Enfin, l'histoire de Céline et Nicolas. À cause de leur situation précaire, on leur a retiré leur petit garçon. On l'avait emmené à l'hôpital et puis ils ont tout de suite appris qu'on habitait à l'hôtel, qu'on était en précarité, qu'on faisait la manche. Et une fois qu'il a été guéri, malheureusement, les assistantes sociales nous sont tombées dessus et malheureusement, on n'a pas pu le récupérer du tout. Merci pour nos invités. Merci pour eux. Bonjour à tous, bienvenue dans Toute une histoire. Vivre en dessous du seuil de pauvreté. Mes invités d'aujourd'hui ne pensaient pas un jour en arriver là. Ils sont ce que l'on appelle des travailleurs précaires aujourd'hui qui vivent à la limite de ce seuil de pauvreté. Dans leur réalité à eux, cela signifie enchaîner plusieurs petits boulots pour essayer de s'en sortir, joindre les deux bouts grâce au système D en calculant toujours la moindre dépense et surtout garder la tête haute, le sourire devant les enfants notamment, à la fin de chaque mois quand ils n'ont que 5 € pour vivre chaque jour. Brigitte était mère au foyer au moment de son divorce. Elle se retrouve aujourd'hui sans emploi, avec 3 enfants à charge. Aujourd'hui, à 47 ans, elle ne sait plus comment s'en sortir. 150, 90 plus 150 au secours. Il reste 120 pour le mois. Donc j'ai 30 € par semaine, tout compris. Je vois pas comment j'additionne, je soustrais, c'est jamais mieux, c'est toujours pire. Moi, s'il n'y avait pas mes parents, je serais à la rue. S'il n'y avait pas mes parents, je serais logée dans un foyer ou je sais pas où. Parce que mes parents... maman m'a dit tout à l'heure, je vais te donner un petit peu d'argent, comme ça tu pourras t'acheter des vêtements, des trucs. Mais j'ai 47 ans. Et ma mère me donne... Depuis son divorce il y a 6 ans, Brigitte est seule avec 3 enfants à charge. Aujourd'hui, les 2 grands ont quitté la maison pour suivre leurs études. Brigitte, elle, cumule 2 emplois de secrétaire médicale, mais elle a toujours autant de mal à boucler les fins de mois. Il faut bosser tout le temps pour vivre. Dès qu'il y a un remplacement à faire, je le fais. Et les enfants, je crois qu'ils sont très reconnaissants du fait que je bosse comme ça pour eux. À longueur de journée, d'année, etc. C'est ce qui me fait tenir. Parce que vraiment, il y a des jours où j'ai envie de baisser les bras et de me dire, bon, stop. Quand je suis stressée, il y en a toujours un qui me dit « Allez, on va te mettre ton anti-stress ». Et mon anti-stress, c'est un disque, ils le savent. Bon. Et c'est toujours fait gentiment. Si t'as pas compris que c'est toi l'homme de ma vie. Comme chaque week-end, Brigitte va déjeuner chez ses parents. Elle et ses enfants y sont toujours les bienvenus. Bonjour, ça va? Bien. Bonjour, papa. Jamais je pensais qu'un de mes enfants connaîtrait ces problèmes-là, ça je veux dire. Moi ce que je trouve c'est cette injustice de penser que tu bosses, tu devrais t'en sortir et puis que tu t'en sors pas. Ça c'est... Vous savez tous que vous pouvez venir quand vous voulez, qu'on ne vous laissera jamais à la rue. Hein. Je crois que c'est surtout pour vous d'avoir un lieu stable où vous pouvez atterrir quand vous voulez. Alors ça c'est important. Et puis de pouvoir vous dire aussi quand ça va pas, un coup de fil et hop, ça repart quoi. Oui. C'est-à-dire que tu as une force, toi, c'est que tu pleures un bon coup, tu es vraiment vraiment bourrante, et puis 5 minutes après, on est en train de rire. Hein. Heureusement que tu as le sens de l'humour, que tu sais en rire de tous ces problèmes. Nous aussi, heureusement. Sinon, ça nous aide. Hein. Quand Brigitte emmène sa fille Camille se promener en ville, la vue de chaque boutique est une source de frustration. 15 €. 15. C'est un peu cher. Ouais. Moi, mais enfin, d'habitude, tes copines de classe, quand elles viennent, elles repartent avec, quoi. Bah oui, j'ai eu plusieurs fois des petites réflexions, mais ce métier-là, moi, je suis pas... Faut que les gens civilisés rentrent, regardent et ressortent avec quelque chose. Et nous, on rentre, on regarde et on sort. On ressort avec rien. Tu veux regarder autre chose, Camille ? Ma vie, c'était pas ça, quoi, pour elle.
et qu'elle puisse s'acheter ce qu'elle veut. Elle regarde un t-shirt, oh, il est sympa, 14,90, maman, est-ce que je peux le prendre? Tandis que là, elle ne demande même pas. Moi, je sais que tu fais ce que tu peux et je veux pas... En même temps, c'est pas de son âge, quoi. Ces problèmes-là sont des problèmes d'adultes. Et pourtant, elle les subit, ces problèmes-là, et c'est ça qui vous rend si malheureuse? Oui, parce que elle est adorable, elle me demande rien, jamais. Elle sait que c'est même pas la peine de demander. C'est des problèmes d'adultes, effectivement, mais elle sait que demander, ça me ferait tellement de peine de lui dire non, qu'elle préfère s'abstenir. Elle l'a compris à quel âge, ça? Il y a à peu près 2 ans. Elle en a 13. Elle en a 13. Et donc, moi, à son âge, ce qui m'a le plus frappé quand on faisait le reportage, c'est qu'elle a parlé de découvert bancaire. Et moi, à son âge, j'étais à l'étranger, papa travaillait pour l'ONU. Je ne pensais pas qu'un jour, à son âge, je ne savais même pas ce que c'était qu'un découvert bancaire. Jacqueline, vous pouvez le confirmer, vous êtes sa maman? Oui, oui. Vous pensez qu'un jour, votre fille pourrait en arriver là? Jamais j'aurais pu imaginer ça, jamais. Comme quoi personne n'est à l'abri? Personne n'est à l'abri, vraiment. Brigitte, je vous présente nos autres invités avec qui vous pourrez discuter tout au long de cette émission. On va commencer avec Céline et Nicolas, un charmant couple qui s'est rencontré dans la rue. Vous êtes tout jeunes tous les deux, vous avez 21 et 23 ans? Et 25. Et 25 ans. Vous vivez à l'hôtel, alors ça peut, dit comme ça, paraître un peu luxueux, mais ce n'est pas du tout le cas, et ce n'est pas du tout votre choix. On vous a retiré la garde de votre fils qui a un peu plus d'1 an, qui a été placé par des gens qui pensaient qu'il serait mieux ailleurs qu'entre vos mains, et aujourd'hui vous vous battez pour pouvoir évidemment le récupérer. Comment vous supportez cette situation, vous? Mal. Très mal. Et pourtant vous avez un boulot. Hein. Ouais, on travaille en tant qu'animateur commercial. Et en plus de ce boulot, vous faites la manche. Voilà. Et ouais. Obligatoirement pour pouvoir maintenir un train de vie relativement correct, on va dire. Parce que vous êtes très chic et très digne. Et je pense que c'est important. On le fait en sorte. De garder l'estime de soi. Frédéric, ouais. On s'est déjà rencontré sur notre plateau. Sur l'estime de soi, c'est important. Oui, c'est clair. Puisque c'est des périodes où on se dévalorise soi-même et on ressent le regard de l'autre. C'est assez important quand même de garder la tête haute, parce que ça permet de continuer à espérer un petit peu s'en sortir. Surtout quand on a dégringolé de l'échelle sociale, comme ça a été votre cas. Aujourd'hui, vous regardez ceux qui ont des montres un peu chères, etc., en leur disant « Tu te crois à l'abri, mon pauvre ». Vous pensez que personne n'est à l'abri? Quand je ressentais un petit peu de mépris, c'est ce que je me disais. J'avais un petit peu de colère en moi et je me disais, tiens, peut-être qu'un jour, toi aussi, tu connaîtras ça et ta montre un petit peu clinquante, tu vas la vendre et derrière, tu vas pouvoir survivre un mois un maximum. J'avais envie de lui dire, ne sois pas méprisant comme ça et essaye d'être humain, tout simplement. Vous avez créé votre entreprise, vous vous battez comme un dingue pour que ça fonctionne. Résultat, vous n'avez pas beaucoup d'argent pour vivre. On verra avec vous concrètement comment on peut se débrouiller en comptant les centimes d'euros pour vivre avec 5 € par jour. Et puis nous écouterons également Christine, qui témoigne aujourd'hui de manière anonyme, qui a 4 enfants. Vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Christine. Bonjour Jean-Luc. Christine, vous vous êtes prostituée pour pouvoir nourrir vos enfants. Les 2 plus grands le savent aujourd'hui. Les 2 plus petits, quel âge ont-ils? Les 2 plus petits, ils ont 9 ans et 15 ans. Ils le savent, eux? Non, ils sont trop petits. C'est pour ça que j'apparais à visage masqué, de façon à ce que demain, on leur dise pas, tiens, on a vu ta maman. Voilà. C'est pour les protéger, eux, que je suis obligée de me dissimuler, sinon, vous me verriez. Comment peut-on en venir à une idée pareille, se prostituer? Tout simplement parce qu'à cette époque, je me suis retrouvée dans une situation de précarité extrême, à la limite de perdre un logement. Je n'avais plus d'emploi, je n'avais plus rien pour manger. Les services sociaux sont intervenus dans ma vie et m'ont laissé entendre qu'ils prendraient mes enfants, donc je parle des aînés bien sûr, qu'ils mettraient mes enfants dans un lieu, une famille, et que lorsque ma situation se serait améliorée, j'aurais pu récupérer mes enfants. Vous nous raconterez comment s'est passé le premier jour, rue Saint-Denis à Paris, bien connu. Vous êtes retrouvée donc en mini-jupe, à attendre votre premier client. Tout à fait. La trouille au ventre. Plus que ça même. En vous disant, mes enfants sont mes proxénètes, évidemment, sans aucune quelconque arrière-pensée négative. Non, mais en disant que vous faisiez ça pour eux, évidemment. Voilà. Brigitte, pour joindre les 2 bouts, vous avez aujourd'hui 2 emplois. Oui. Vous cumulez 2 emplois. Vous travaillez combien d'heures par semaine?
Alors, le premier emploi, 22h30 par semaine, le second, 7 heures par semaine, mais je travaille dans un cabinet médical, dès qu'un cabinet médical recherche une secrétaire, j'accours, donc je fais toutes les heures possibles et imaginables. Donc vous êtes toujours sur le qui-vive? Toujours. Jamais je tranquille? Je ne prends pas de vacances. À Noël, j'ai une première semaine de vacances où je remplace une première collègue dans un cabinet. La deuxième semaine, je remplace une deuxième collègue dans un autre cabinet médical. Les arrêts de travail, c'est inenvisageable pour moi. Donc j'ai eu une intervention chirurgicale sur mes jours de congé. Quel type d'intervention? Une fibroscopie. Je voulais me reposer un petit peu après parce que je savais que c'était fatigant. Et d'autre part parce que je suis crevée. Je suis crevée compter tout le temps. D'être dans la galère, quoi. Tout le temps compter, jamais pouvoir se détendre même. Jamais, je suis jamais détendue, jamais. Et donc, 3 jours être en arrêt de travail, ça implique 3 jours de carence à la fin du mois. Et je ne peux pas me le permettre, c'est un luxe. Vous avez le temps de penser à vous, de penser à l'amour, de penser à une autre rencontre? Pas du tout. Ah non, ça, C'est dommage, ce serait peut-être une solution. Oui, oui, j'ai une collègue qui m'a dit je vois pas où est le problème, t'as qu'à te trouver un mec et le problème sera réglé. Oui, mais c'est pas un but en soi. Je veux dire, je vais pas chercher un mec pour le fric. Moi, et puis je suis vraiment dans l'urgence, donc j'ai pas le temps de sortir parce que si je sors, d'abord c'est cher de sortir. Tout est cher en fait. Si je sors, mettons, j'habite Libourne, aller à Bordeaux pour sortir, c'est 30 km. Essence. Ensuite, sortir pour faire quoi? Faut payer. Le moindre coca, faut tout payer tout le temps. Et vous comptez tout, vous? Tout. Enfin, je compte pas, moi. C'est ce que j'ai dit, je décompte. Je passe, parce que quand on compte, il y a encore presque de l'espoir. Quelque chose de positif. Il y a du positif. Oui. Tandis que moi, je déduis, je passe mon temps à décompter en anticipant les catastrophes possibles. Par exemple, une panne de voiture qui m'est arrivée le mois dernier, n'importe quelle dépense est catastrophique. Donc vous allez chez vos parents dans ces cas-là? C'est difficile pour vous d'aller demander à vos parents de vous accepter à dîner? J'essaie de demander. Oui, mais disons que déjà pour manger on mange de la viande une fois par semaine, c'est quand on va chez papa et maman. Sinon, on ne mange jamais de viande, sauf Camille, ma fille la plus jeune, quand elle est au self, au collège. Et vos frères et sœurs, vous êtes-ils? Oui, je suis très aidée. J'ai pu partir en vacances, comme je disais en riant à mon frère, tu as sponsorisé mes vacances. Mon frère m'a prêté son appartement pour les vacances. Il m'a offert des tickets, des tickets pour le péage d'autoroute. Mes parents m'ont offert l'essence. Ils m'ont offert la nourriture pour les vacances sur place. Et mon fils Clément a payé l'essence du retour. Cette solidarité familiale, j'ai l'impression qu'elle est normale. Elle est dans l'ordre des choses. Elle devrait être normale. Est-ce que elle vous pose des problèmes de dignité? De dignité, disons que sans eux, je serais à la rue. Donc je ne suis même plus au stade d'être digne ou pas digne. Je suis au stade de me dire, je suis aux abois tout le temps. Comment faire? Et aussi comment faire pour que ça ne se voit pas au bureau? Pour être normale tous les jours au bureau, souriante, gaie, parce que là, j'ai peut-être pas l'air, mais je ris énormément, j'aime beaucoup rire. Bon, ça se voit pas, je suis désolée. Mais le thème ne s'y prête pas vraiment. Non. Mais c'est vrai que... Non, mais votre vie non plus, mais ça veut dire que vous trouvez le courage de rire quand même? Mais je ris tout le temps. Enfin, ça, c'est bien. Au bureau, tout le temps. Ah, ça, c'est important. Vous y arrivez, vous aussi, tous les deux, à trouver des moments de bonheur? Oui, quand même, heureusement. Sinon, je pense qu'on coulerait beaucoup plus. Ouais. On serait encore beaucoup plus bas que ce qu'on est encore aujourd'hui. Vous êtes rencontrés dans la rue, c'était un coup de foudre? Oui. Vos familles vous aident? Non, pas du tout. Non. Pourquoi vos familles ne vous aident pas? C'est pas dans leur idée de nous aider. Puis moi, personnellement, je n'ai pas de famille, donc je viens de famille d'accueil, donc malheureusement, je peux pas forcément être aidée non plus, quoi. Vous la sentez gênée, votre fille, de demander de l'argent ou du soutien ou des repas? Jamais elle n'a demandé. Hein. On le sent, on le sait, on le voit bien. Hein. On se débrouille comme ça, on le sent très bien, quoi. Mais cette forme de honte? Ah non, il n'y a pas de honte. Hein. En ce qui me concerne, c'est plus vis-à-vis des enfants, plus que vis-à-vis de mes parents, parce que bon, papa et maman... Pardon si le mot est trop fort. Hein. Ah non, pas du tout, pas du tout. Vis-à-vis des enfants, bien sûr, j'ai honte. Camille avait besoin de livres de classe, enfin pas de livres de classe, mais de livres de poche.
pour toute l'année scolaire, donc des livres, Voltaire, je sais pas quoi. C'est mon fils Clément qui est allé lui acheter, sans me prévenir. Et lui, c'est avec l'argent de sa bourse d'étudiant. Je veux dire, il a 20 ans. Il est boursier parce qu'il est en fac de droit. Et avec l'argent de sa bourse, il va acheter les livres de Camille, que je ne peux pas acheter. Je posais la question de la honte. Céline et Nicolas, vous arrivez à la dépasser? Il faut. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de la dépasser. On a honte à l'intérieur, mais malheureusement, on ne peut pas la montrer. On est bien obligé d'être digne et de se dire que tous les jours, ce combat-là, il faut le faire et on n'a pas le choix. Parce que derrière, on a un enfant. Et que lui n'a rien demandé et a besoin de tout. Tout simplement. Mais vous, c'est pareil, vous n'avez rien demandé, vous avez besoin de tout aussi. Hein. Ouais, mais on se débrouille pour l'avoir. On se débrouille. Frédéric? Moi, je l'ai dépassé un peu. Au début, c'est vrai que je la ressentais un petit peu. Ensuite, ça s'est transformé en gêne. Et puis, aujourd'hui, je dirais même que je cherche ça, que je défie un peu les gens du regard. Provoquer? Oui, j'ai envie de les provoquer sur ce sujet-là. Pour faire ressortir quoi? Pour essayer peut-être d'engager une discussion et de leur faire comprendre que les mentalités doivent changer, qu'on doit pas regarder les gens comme ça. Je suis d'accord avec vous. Moi, c'est ce qui m'a le plus perturbée au départ, c'est que donc ça fait 6 ans que je suis seule avec les 3 enfants et les premières années, encore maintenant d'ailleurs, quand je parle de mes soucis avec différentes personnes, c'est assez rare, mais bon, quand j'en parle, on me dit mais attends, mais avec 1 000 € par mois, c'est-à-dire mes 2 salaires cumulés, tu dois t'en sortir. J'ai vu des familles qui n'y arrivaient pas avec 3 000 € par mois, parce qu'elles n'arrivaient pas à avoir suffisamment de stabilité dans leurs revenus, ce qui fait qu'elles ne pouvaient pas avoir un logement et qu'elles étaient obligées de vivre à l'hôtel, et l'hôtel ça coûte extrêmement cher, et pourtant ce sont des conditions très précaires, puisque vous vivez dans combien de mètres carrés vous? 13 mètres carrés. Pour 930 € par mois. Je demande à Cartouche de nous rejoindre, qui va nous apporter son expérience personnelle. Bonjour Cartouche. Brigitte, vous avez découvert nos invités. Bonjour. Cartouche, comédien et humoriste, comment le témoignage de Brigitte résonne en vous? Je prends un micro, non? Non, c'est bon, je vais t'écouter. Elle me fait penser à ma maman, parce qu'en fait, il y a cette douceur, cette force. Et je la regardais de loin, et je trouvais qu'il y avait une douceur et beaucoup de courage en même temps. Donc, moi, je suis un petit garçon à côté d'elle, parce que je trouve ça c'est très courageux. Vous retombez en enfance? Ouais. Vous avez 5 frères et sœurs, vous avez été élevés dans des conditions qui sont comparables? Donc j'ai 3 frères, 2 sœurs, donc c'était assez rythmé à la maison. Effectivement, c'était une famille très vivante, pas calme du tout. Heureuse? Selon les moments? Selon les moments, oui. C'est vrai que les Noëls, c'était toujours un peu difficile parce qu'on savait qu'on n'allait pas avoir de cadeaux. Les anniversaires, on savait qu'on allait juste avoir un gâteau, mais pas de cadeaux. On savait que... Mais il y avait quand même de l'amour. C'est pour ça que je suis très touché, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Et je suis même très... Comment vous viviez l'histoire de Noël? C'est assez simple. Il y avait, ma maman se débrouillait pour faire un sapin, donc c'était pas des guirlandes, mais elle mettait des choses un peu de couleur. Elle mettait des journaux en bas du sapin pour que ce soit un petit peu vivant. Elle nous obligeait toujours à nous habiller le plus proprement, le plus correctement possible. Il y avait un grand dîner, ça c'est sûr, mais quand on regardait de près, c'était des pommes de terre sautées, c'était des choses très simples. Pas cher. Et si possible, il n'y avait pas de gaspillage, bien entendu. Et vis-à-vis de vos copains, comment vous le viviez ça? Justement, les lendemains de Noël, qu'est-ce que tu as eu comme cadeau? C'était un peu ça. Moi, j'allais tout de suite dans la classe. J'avais repéré 2-3 copains et je leur posais la fameuse question: qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Qu'est-ce que c'était comme cadeau? Non, décris-moi le papier cadeau, décris-moi le petit ruban. Mais non, tu vas trop vite, déchire doucement. Ça vous faisait plaisir par procuration, ou est-ce que ça vous frustrait pas encore plus? C'était une manière de toucher un petit peu un rêve aussi, c'était une manière de toucher quelque chose qui n'était pas... j'avais pas d'envie, j'étais pas jaloux, mais j'avais envie qu'il partage avec moi ce moment-là et que... Et de le vivre quand même. Voilà, d'essayer de le vivre d'une manière un peu indirecte, mais de le vivre. Il faut bien comprendre qu'il y avait un frigo, qu'il y avait un cadenas sur le frigo chez vous. Dans le congélateur. Ma mère, elle avait le réflexe de tout congeler, et donc elle avait mis un petit cadenas pour que justement... pour pas qu'il saute, quoi. Pour pas que les enfants... pour protéger le congélateur, ouais. On va voir comment chacun ici trouve la force de se dépasser, de rebondir, comme on dit aujourd'hui, essayer de s'en sortir, l'expérience de Cartouche, mais aussi de tous nos invités, après ce message qui est peut-être votre histoire. Vous avez une relation amoureuse avec un homme plus jeune. Vous aimez les femmes d'âge mûr.
Votre mari est plus jeune que vous, cela choque votre entourage. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, l'histoire d'Eden. À 16 ans, elle fugue à Casablanca rejoindre son petit ami. Monique, sa mère, lance un avis de recherche. Eden ne rentrera que 3 mois plus tard. Elle a fait fort. Vous imaginez une chose pareille? Ah non, pas du tout. J'ai vécu ça comme une humiliation, un rejet d'une maman. Et aussi l'histoire d'Hélène. Elle est rentrée dans une spirale qui aurait pu lui coûter la vie. L'héroïne, ça a été vraiment de 15 à 18 à fond, tout le temps. Qu'est-ce qu'on dit aux parents qui nous regardent aujourd'hui? Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas cesser d'aimer son enfant, de ne pas le critiquer, de ne pas le juger. Enfin, l'histoire de Cindy, alias Carla Nova sur scène. Carla est stripteaseuse et actrice de films porno depuis 2 ans. Je me suis vraiment épanouie dans ce que je fais, je m'épanouis encore. Aujourd'hui, après des années de mensonges, elle tente de faire accepter son métier à ses parents. J'ai toujours dans ma tête ma petite fille qui mettait les pantalons, les grands pulls. Et votre fille change de prénom en plus pour faire son métier. Elle s'appelait Cindy, elle s'appelle Carla. Vous faites quelle différence entre les deux? Est-ce que Carla fait partie de la famille? On vit avec. Vous vivez seul aujourd'hui avec votre dernière fille. Oui. C'est une maison qui est presque trop grande pour vous deux. Non, enfin, c'est-à-dire que les 2 grands reviennent tous les week-ends. Hein. Donc ils ont leur chambre. Oui, ils ont leur chambre. Vous tenez à ce qu'ils gardent leur chambre? Ah oui, absolument. Je tiens à ce qu'ils gardent leur chambre parce que c'est chez eux. Ils sont là le week-end. Ils rentrent dès que les courses sont finies. Hop, ils sont là tous les deux à la maison. On est ensemble. Il y a une solidarité quand même très, très importante. J'y tiens absolument. Les courses, c'est un moment qui n'est pas toujours très agréable. On a vu dans le reportage que vous pleuriez avec votre fille. C'est un moment pénible. Oui, c'est un moment pénible. Quand je vois qu'elle ne demande rien, strictement rien, jamais rien. Oui, on a l'impression qu'elle est plus malheureuse pour vous que malheureuse pour elle de ne pas porter des t-shirts de marque ou des... Mais quand vous parliez de Noël, excusez-moi de rebondir là-dessus, j'ai aussi du chagrin quand je pense au lendemain de Noël. Quand les enfants se comparent, enfin, lors de la rentrée des classes, quand les enfants comparent leurs cadeaux. Parce que c'est des ordinateurs, c'est des machins, je sais pas, moi je ne connais même pas les termes, des consoles. Même les grands qui ont des amis qui ont des voitures à Noël. Et nous, c'est... Oui, parce que Libourne, c'est quand même près de Saint-Émilion, il y a beaucoup de propriétaires, beaucoup de... Le contraste est difficile. Est-ce que les autres, ceux qui ont des voitures pour Noël, comprennent la situation dans laquelle vous êtes et sont vos enfants? Ils ne savent pas. Vous fabriquez vos propres jouets, Cartouche? Oui. On faisait avec mon petit frère, on faisait des grandes guerres. Pour remplacer les petits soldats, on faisait des boules papier. On avait chacun sa couleur et on faisait nos unités, toutes nos armées. Toutes les armées avec des boules de papier. Mais chacun avait récupéré les siens et moi j'en avais 30, lui en avait 30. Donc chacun avait ses jouets. Ouais. Et vous étiez heureux avec ça, sincèrement? Oui, parce que ce qui me semble aujourd'hui important, et finalement, parce que j'ai vu Camille tout à l'heure, sa fille, elle est bien, quoi. Elle est cool, elle est heureuse, elle est intelligente, elle est pas mal. Et je pense qu'il y a plein de gamins qui ont des consoles, etc. Ils sont pas bien dans leur pompe. Et je pense qu'il y a une chose qui n'a pas de prix, quoi, c'est l'amour. Et donc, on offre un DVD avec beaucoup d'amour, on offre une console sans rien du tout. Alors, je dis pas que c'est toujours comme ça, mais... Moi, c'est pas toujours comme ça. L'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue quand même. Mais l'argent ne suffit pas à faire le bonheur, ça, c'est clair. Mais c'est vraiment... Moi, je l'ai vécu. Et puis, surtout, quand je vois ce que déploie une maman pour ses enfants, il n'y a rien de plus beau et de plus tendre et de plus... Donc je suis à 100% avec vous, moi. Je pense que c'est ça, la seule chose qui me reste, en fait, c'est ça. Un enfant qui, avec sa première paye, m'offre une cafetière. La cafetière de mes rêves, assortie à la bouilloire que mes parents m'ont offert, qui était la bouilloire de mes rêves. Qu'est-ce que vous avez fait de votre premier salaire, Cartouche? À ma mère. Je n'ai pas discuté. Vous aviez quel âge? Je sais pas, je devais avoir 16 ans. Et c'était à l'époque 4000 francs. Là, j'ai donné à ma maman. Tout? Tout. Comment elle réagit? Merci, mais en même temps, je pouvais pas faire autre chose que ça, quoi. C'était. Est-ce que vous avez souffert du regard des autres pendant l'adolescence? Camille y entre aujourd'hui? C'est pas ce regard. Moi, j'ai alors. Pas de vélo, mais c'était. Comment vous avez appris à faire du vélo, par exemple?
c'est le même pote, Olivier Pellevoisin, que je le remercie, je lui fais un bisou. Bonjour Olivier. Olivier, il avait tout. Et c'était mon meilleur ami. Et il partageait? Et il partageait avec moi. Je lui dis, prête-moi ton vélo. Et j'ai fait du vélo avec lui. J'allais souvent dans son appartement, qui était sublimement bien rangé. Il avait sa chambre avec tous ses jouets. Et je rentrais, sa maman arrivait, nous donnait un goûter. Comme sans vous regarder comme si vous étiez différent? Non. C'est bien. En tout cas, je ne regardais pas si elle me regardait différemment. Je sais que moi, j'avais un regard de... Je me sentais aussi bien, donc je n'avais pas besoin du regard des parents à ce moment-là, quoi. La maison, j'ai l'impression chez vous que c'est aussi le dernier rempart pour la famille. Frédéric, quand vous avez dû quitter votre appartement, ça a été quelque chose de difficile. C'est quand même la maison, c'est quand même... Oui, c'est clair, c'est une espèce d'étui protecteur, mais en même temps, j'étais dans une spirale et j'avais pas l'impression d'avoir touché le fond. Donc je trouvais ça presque normal, c'était la suite logique. Voilà quoi, donc je prenais ça un petit peu avec fatalité, mais c'est vrai que je me suis battu longtemps pour essayer de conserver l'appartement, j'ai tout vendu, enfin à la fin il me restait plus qu'un matelas. Vous aviez un beau niveau de vie avant cela Oui, j'étais cadre moyen dans une entreprise de BTP de dimension internationale, je tournais à 70 000 € par an les bonnes années. Oui, c'est un très gros salaire. Un bon salaire, c'est moyen, enfin en tout cas sur l'échelle des salaires, les cadres supérieurs c'est bien au-delà de ça. Donc c'est sûr que tout à coup, on se retrouve avec des habitudes à changer complètement. Et pourquoi vous avez quitté cet emploi? Parce qu'on m'a demandé de faire un plan social, on m'a demandé de mettre au chômage 30 personnes et ça ne se justifiait pas. Donc moi j'ai refusé et auréolé de mon panache blanc, tel le chevalier Bayard, je me suis enfui, j'ai donné ma démission sans penser au lendemain, sans essayer de négocier une espèce de départ qui m'aurait mis sous la protection des organismes sociaux. En combien de temps la dégringolade est-elle arrivée? J'ai tenu 1 an. J'avais un niveau de vie oui, j'étais un petit peu flambeur aussi, donc clairement, j'avais pas d'économie, j'avais pas de compte épargne, des choses comme ça. Donc un an après, je commençais à voir le fond. Vous sentiez à l'abri de la précarité? Jusque-là, oui. Jusque-là, oui. Hein. Là, on me voit dans la baie de Miami en train de faire un petit stage en jet ski. Là. Donc voilà quoi, genre c'était un petit peu la vie que je menais, j'avais de l'argent, j'en profitais et puis je pensais pas à ce moment-là qu'il pouvait m'arriver ça parce que j'avais une confiance en moi absolue, j'étais sûr de rebondir, de retrouver un boulot dans les 2 mois, ça m'effleurait pas l'esprit. Comme quoi, d'abord, ça peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui, donc vous vivez dans un studio, sous les toits. Ouais, un meublé. 20 mètres carrés. Regardons ce que ça donne dans ce reportage. 4,50, 4,80, 5 €. Voilà, 5 €, ça représente mon budget journalier pour l'alimentation. Avec 5 €, il faut que je réussisse à me nourrir le matin, le midi et le soir. Après une longue période de chômage, Frédéric vient de créer sa propre société. Malgré cela, il ne gagne encore que 500 € par mois. Une fois son loyer payé, il ne lui reste que 5 € par jour pour le minimum vital. La base, ça va être le pain de mie. Des fois qu'on oublierait que les difficultés vous emmènent tout au fond de l'échelle sociale, on place les produits les moins chers dans un supermarché tout en bas, c'est quand même assez rigolo. Le rayon confiture, voilà, je l'ai trouvé, c'est la moins chère. Voilà, il y a encore un petit peu moins cher, 4 blancs de poulet, ça va me faire 4 croque-monsieur pour le soir, 4 repas. 1 kilo de pâtes, c'est mon plat préféré de toute façon. On passe devant le rayon viande, c'est un rayon que je fréquente pas. Je fais que passer devant et regarder, mais j'achète jamais de viande, en tout cas pas en ce moment, pas avec le budget serré que j'ai. C'est le moment du déballage. Alors, on va voir si le budget est respecté. Voilà, 20 €. Et c'est 10 € d'économiser sur le budget nourriture hebdomadaire, ce qui laissera un peu de place pour le superflu dans les prochains jours. Je vais pouvoir peut-être m'offrir quelque chose ou me faire une sortie, aller boire quelques bières, je verrai. Je fais partie des gens qui mettent de côté les pièces de 1 centime et de 2 centimes d'euros. C'est peut-être dérisoire, mais depuis le temps que je le fais, j'ai commencé à me constituer une cagnotte et pour moi l'arrière-pensée c'est de pouvoir l'offrir à Noël à mes neveux et à mes nièces. J'ai 40 ans, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants. C'est quelque chose qui est peut-être pas aussi viscéral que chez une femme, mais ça commence quand même à me prendre un petit peu l'estomac. Plus que le manque d'argent, le plus dur pour Frédéric, c'est le manque de contacts sociaux.
and down the mountains if he wants them out of the way. Quand je vois une fille qui me plaît, clairement, j'ose pas l'aborder. Dans un bar, la technique d'approche la plus simple, c'est offrir un verre. J'ai pas de budget, j'offre pas de verre. Et aujourd'hui, voilà, quoi, il faudrait que j'ai de nouveau confiance. Ça me paraît. T'as une vie sociale, je veux dire, t'as une vie sociale. Ça va mieux quand je te vois, quand je vois d'autres gens, quand tu me payes des cours. T'as des... Oui, mais en même temps, le boulot, c'est le boulot. Hein. Moi, ce que j'aimerais, c'est rencontrer quelqu'un. Ouais. Dans le meublé de 20 mètres carrés qu'il loue sous les toits, Frédéric ressasse et tourne vite en rond. Quand il n'en peut plus, il part s'aérer. Courir, ça me permet de changer les idées, de gérer mon stress. Ça me fait oublier un petit peu les conditions dans lesquelles je vis. Et puis bon, il faut être honnête, je suis tout seul, j'ai pas de copine, donc ça me permet de gérer aussi la frustration sexuelle. Après quelques kilomètres, j'ai une espèce d'état euphorique qui s'installe et ça me fait du bien d'être dans cet état-là. Aujourd'hui, vous n'osez plus aborder les femmes qui vous plaisent? Aujourd'hui, ça va mieux. J'arrive de nouveau à aller vers quelqu'un qui m'intéresserait. C'est pas le même rapport de séduction qu'avant? Non, c'est pas le même rapport. Mais c'est vrai que pendant 3 ans, j'étais bloqué, j'y arrivais pas. Aujourd'hui, voilà quoi, j'ai simplement envie de... Vous dites la vérité? Vous dites les choses simples? Oui, ouais. justement. Je crois que je suis beaucoup plus honnête et sincère. Ça permet de faire le tri plus vite? Oui, c'est clair. C'est assez rapide, hein, en 2-3 échanges. On sait à peu près à qui on a affaire et on le voit surtout au fond de l'œil, le regard. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Rien, j'ai pas de sous. Bon, il y a la couleur qui change un petit peu et éventuellement il y a un petit rictus là qui se forme et on sait que soit on a une maladie contagieuse, soit qu'on n'est pas très fréquentable et que de toute façon... Ou alors qu'il y a de l'humanité dans la personne qui est en face de vous. Ça arrive aussi. C'est la minorité? Non, enfin... La minorité, on va dire que c'est une compassion, une empathie qu'on retrouve souvent chez les gens qui partagent les mêmes difficultés financières que vous, ou qui les ont connus, ou qui connaissent des gens qui les ont connus. Alors, ils vous comprennent. Donc vous avez des amoureuses? J'allais venir. Une amoureuse? Non. Non, franchement, non. Et pour tout vous dire, j'habite à Mulhouse, donc c'est à 15 km de la Suisse et de l'Allemagne, donc les maisons closes sont autorisées. Et j'ai même pas 55 € d'avance pour y aller. Ouais. Donc même au niveau hormonal, en ce moment, je peux rien faire. Christine nous écoute depuis le début de l'émission. Comment vous réagissez à tout ce qui est dit jusqu'à présent, Christine? Je dirais que dans chaque histoire, je me retrouve un petit peu partout dans les propos de Christine, mais où je ne suis pas d'accord avec les intervenants, c'est quand ils ont ce sentiment de honte. Moi, ça me révolte un peu d'entendre qu'ils sont gênés parce que je m'aperçois que tous ces gens, ce sont des gens qui sont des courageux. Ils ne restent pas chez eux à attendre que le temps passe. Ce sont des gens qui essayent de s'en sortir, qui se battent. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ont honte. C'est pas de leur faute, c'est pas de ma faute. C'est un petit peu ce qui me choque, c'est ça. Moi, je vois ce qui m'est arrivé. Je n'ai aucune honte à vous être prostituée? Non, c'est pas quelque chose que j'ai vu. Quand vous aviez déjà un boulot, vous étiez commercial dans la grande distribution. Combien d'enfants à charge? À cette époque-là, j'en avais 2. Pas de monsieur? Non. Il était parti? C'était des coucous. Des coucous et aucune aide matérielle? Rien. Combien vous gagnez à l'époque comme commercial dans la grande distribution? Eh bien, c'était tout à fait aléatoire puisqu'un commercial à l'époque était payé à la commission. Donc, on pouvait avoir des très très gros mois et puis des mois où vous n'aviez pas de salaire tout en ayant travaillé. On peut des fois travailler 8 heures par jour, ne pas avoir fait de vente et il n'y a pas de salaire. En moyenne, ça faisait combien à peu près? Alors, je vais vous parler à l'époque, ça coûtait, c'était 5-6 000 francs, mais pour l'époque, il y a 20 ans, c'était énorme. Comment vous avez envisagé la solution de la prostitution? Vous aviez quel âge? J'avais une trentaine d'années à peine. Comment ça vous a traversé l'esprit? Quelqu'un vous en a parlé ou c'est venu tout seul? Non, c'est venu tout seul. Disons, je voyais des gens le faire. J'habitais Paris, je passais dans Paris, j'avais des connaissances. Et puis, un jour, ça s'est imposé. Quand on a voulu prendre mes enfants, ou qu'on a commencé à me parler de m'enlever mes enfants, à ce moment-là, pour moi, c'était inacceptable. Je ne pouvais pas envisager d'être séparée de mes enfants. Entre le penser et le faire, il y a quand même une grande différence. La première fois que vous l'avez fait, c'était dans quel état d'esprit? J'étais pas moi-même. Non, j'étais pas moi-même à tous les sens du terme. C'est-à-dire que dans ma vie courante, dans ma vie personnelle, je ne suis pas une prostituée, je ne suis pas une fille qui couche avec n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Il ne faut pas généraliser parce que c'est rarement un choix pour les femmes qui font ça. Oui. Voilà. Donc, en fait, c'était pas moi-même qui allais là-bas. J'étais. Quelqu'un d'autre?
Bon, c'était quelqu'un d'autre, c'était pas moi. De toute façon, je n'étais pas habillée de la même façon, je ne portais pas le même prénom. Non, c'était pas moi, en fait. C'était dur? Très. C'est surtout que j'étais terrorisée. Quand j'ai commencé, j'étais terrorisée, j'avais peur de tomber sous l'emprise d'un proxénète. Parce qu'on entend tellement de choses, on lit tellement de choses. C'est arrivé? Non. Non. Vous êtes prostituée pendant combien de temps? 2 années. Et pourquoi vous imaginez le refaire aujourd'hui? Aujourd'hui, le refaire, ce ne serait pas du tout dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand je l'ai fait pendant ces 2 années, c'était devenu un travail, comme vous, comme beaucoup de gens, ils vont au travail le matin, ils rentrent le soir, ils font un job. Donc je le faisais dans cet état d'esprit. Aujourd'hui, si je devais le refaire, c'est que vraiment, il n'y aurait plus rien à manger. Ce serait juste de quoi assumer, je dirais, le quotidien. S'il faut 10 euros par jour ou 15 euros par jour pour faire vivre la petite famille qu'il me reste, mais j'en ferais pas un boulot à temps complet. J'en serais incapable. De toute façon, la société a changé. Non, ce serait plus possible. Ce serait plus possible. Ce serait pas envisageable. Comment les 2 grands ont appris que vous vous prostituez? C'est moi-même qui le leur ai dit. Parce que un jour, un de mes voisins de l'immeuble où j'habitais m'a vu, m'a reconnu. Et le soir, je me suis dit que... il valait mieux que... Voilà, il valait mieux que ça vienne de ma propre bouche que d'un... Comment vous avez expliqué cela à vos enfants? Qui avait quel âge à l'époque? Je sais pas, ma fille aînée avait une 12aine d'années, oui, à peu près une 12aine d'années. Et en fait, je lui ai demandé si elle savait ce que c'était qu'une prostituée. Alors elle m'a dit oui. Je lui ai dit qu'est-ce que c'est. Bon, je vous dirais pas que sa réponse m'a fait très plaisir. Parce qu'elle m'a dit, c'est une bonne femme qui couche avec tous les mecs. Donc c'est vrai, quand vous prenez ça en pleine figure... Vous auriez préféré entendre que c'est une femme qui se donne un mal terrible pour essayer de faire survivre sa famille? Mais oui, mais à l'époque, elle ne le savait pas. Aujourd'hui, elle vous dirait ça. Parce qu'aujourd'hui, elle a plus de 30 ans. Mais à l'époque, à 12 ans, elle avait une image tout à fait médiatisée. Donc à ce moment-là, je lui ai expliqué ce que c'était qu'une prostituée. Pourquoi? Je lui ai dit, il y a des femmes qui se prostituent parce qu'elles sont sous l'emprise de la drogue, de l'alcool, d'autres qui sont sous l'emprise d'un proxénète qui va prendre ses enfants, sa famille en otage. Et je lui ai dit, il y a d'autres femmes qui l'ont fait, qui le font, pour subvenir aux besoins de leurs enfants, pour ne pas les abandonner. Et ça a été le cas, l'argent est venu, vous avez pu leur offrir des cadeaux, leur faire des vrais Noëls. Ça a été super. J'écoutais Brigitte tout à l'heure et je me souviens du jour au lendemain. Alors nous, quand on faisait des raclettes, parce que nous on mangeait des raclettes à l'époque, alors nous c'était raclette talon, c'est-à-dire talon de jambon, talon de saucisson, talon de fromage. Donc on mangeait des raclettes mais avec les rognures du supermarché, quoi. Donc on se faisait des raclettes comme ça et du jour au lendemain on avait mangé des vraies raclettes avec des vraies tranches de jambon. Les Noëls sont devenus des super Noëls avec des peluches. Les vêtements, j'allais sur les marchés, dans les fripes, les trucs à... Bon, aujourd'hui on dit 1 euro, mais à l'époque c'était 1 franc, 2 francs ou 1 balle, 2 balles. Du jour au lendemain, on a pu aller dans des boutiques acheter des vêtements de marque. Comme on dit aujourd'hui, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, on se la pétait grave. Et les 2 jeunes aujourd'hui, vous arrivez à subvenir à leurs besoins? Oui. C'est difficile, c'est difficile. Bon, je dirais qu'on n'est pas dans l'état de précarité où j'ai été. Ça se profile. Je dirais que dans les 6 mois à venir, si j'ai pas trouvé un autre job, ça va vraiment devenir craignos, mais on n'en est pas encore là. Mais vous envisagez éventuellement de vous prostituer à nouveau? Si je le faisais, je vous dis, ce serait uniquement pour subvenir au minimum du minimum. Puis bon, j'ai passé l'âge, hein, j'ai 50 ans, alors vous savez... Non. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix, Cartouche? Moi, je suis assez... Il y a 2 choses qui me révoltent un petit peu. C'est comment cette pression sociale qu'on a aujourd'hui, d'être obligé d'avoir des personnes comme ça qui ont plus d'autre choix que d'aller dans des extrêmes et qu'il n'y ait pas de vrai soutien, quoi, de vrai... moi, si un jour ma maman m'avait dit, voilà, je fais ça pour... j'aurais été vraiment touché, meurtri, parce que je n'aurais pas compris pourquoi... Oui, et puis bizarrement, Christine le raconte avec beaucoup de légèreté, je trouve, Christine. C'est une distance nécessaire pour pas que les choses soient trop graves? Mais c'est-à-dire qu'au début, j'ai plus ou moins... Enfin oui, j'ai culpabilisé au départ de faire ça. Bien que c'était pas... je l'avais pas choisi, voulu, au sens dur du terme. Et puis, quand j'ai vraiment pris conscience que de toute façon, pour moi, en ce qui me concerne, c'était beaucoup mieux
mieux pour moi de faire ça, d'avoir une image de prostituée, mais qui s'occupe de ses enfants, qui ne les abandonne pas, qui ne baisse pas les bras. Pour moi, c'était ça. En fait, il était hors de question qu'on mette mes gosses à la DAS ou n'importe où, qu'on m'enlève mes enfants. Brigitte. Pour moi, j'avais mis des enfants au monde, je devais les assumer, et point barre. Donc aujourd'hui, j'ai cette fierté. Mais si les services sociaux n'étaient pas intervenus en me foutant cette peur de me dire, on va vous prendre vos enfants... Moi, je pourrais pas, honnêtement, je pourrais pas du tout, c'est pas possible. Moi, je préfère honnêtement faire la manche que de me prostituer. Pour moi, me prostituer, c'est un grand mal, c'est une grande honte. Je préfère honnêtement faire la manche, même si je sais en plus que maintenant je ne suis pas toute seule, il y a mon mari. Je sais que je ne vais pas me faire agresser, je sais tout ça, mais la prostitution, c'est pas pour moi, c'est clair et net. Brigitte. C'est un choix qui est, je suppose qu'elle a dû être dans une détresse telle que... Mais la détresse, on l'a tous un jour ou l'autre. Tu as dû la voir, je l'ai eue. Je n'ai pas encore pensé à aller vers la prostitution, je n'y pense pas. Faire la manche Non plus. Enfin, faire la manche. Mes parents, je fais pas la manche, mais excuse-moi maman, mais je ne fais pas la manche, mais c'est vrai que j'ai ma famille qui peut m'aider. Voler Non. Cartouche Jeune à choisir entre la prostitution et le vol, je pense que j'irai vers le vol. Qu'est-ce que vous voliez quand vous étiez jeune, adolescent Truc alimentaire essentiellement. Ouais, mais ça m'est arrivé une fois, mais c'était pas. C'est juste pour essayer d'avoir cette frayeur. Donc c'était une tablette de chocolat et c'était juste pour jouer avec moi et puis voir si je suis capable de le faire. Mais je suis vraiment très triste parce que voilà, de voir des gens qu'on pousse les personnes à des extrêmes comme ça, c'est dingue quoi. Qu'il n'y ait pas de. Alors voilà, il faut trouver vraiment voilà, deux femmes qui se battent en tout cas pour garder leurs enfants. C'est la chose la plus importante, si j'ai bien compris, pour vous deux. Donc là, je me mets à la place de Céline. Quel âge a votre petit garçon ? 14 mois à l'heure actuelle. Quand est-ce qu'on vous l'a retiré ? Il avait quel âge ? Il avait 2 mois. On vous l'a retiré ? Oui. Qui vous l'a retiré ? Dans quelles conditions ? En fait, on l'avait emmené à l'hôpital et puis ils ont tout de suite appris qu'on habitait à l'hôtel, qu'on était en précarité, qu'on faisait la manche. Et une fois qu'il a été guéri, malheureusement, les assistantes sociales nous sont tombées dessus et malheureusement, on n'a pas pu le récupérer du tout. Et moi, la première chose que je me disais et que je disais à mon mari, c'est on le prend, on s'en va. Mais bon, ça c'était sur le coup. En réagissant maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire, c'est pas possible. Donc maintenant, il faut se battre pour avoir un appartement et le récupérer, quoi. Vous avez un boulot par ailleurs ? Ouais. Oui, on est animateur commercial en fait, mais... Avec un fixe ? Non. On travaille le week-end en fait, mais c'est pas tous les week-ends. Et vous travaillez dans des marchés, dans des supermarchés ? Non, dans des grandes surfaces. Ça vous rapporte quoi, en moyenne ? C'est tellement aléatoire qu'on peut pas donner une moyenne. Il y a des mois, on peut avoir 1 400 €, il y a d'autres mois, on va toucher 255, voire même 152. Et la manche, ça vous rapporte combien par mois ? À peu près 1 200 €, facilement. Excusez-moi, et l'hôtel, ça vous revient à 930. Le reste, c'est uniquement la nourriture, les vêtements. Donc de quoi payer un appartement Largement. Largement. C'est ça qui est fou. À F3, alors qu'on vit dans 13 mètres carrés, qu'on n'a pas le droit aux APL, qu'on n'a pas le droit au RMI, qu'on n'a le droit à rien, parce que soit on a trop, soit on n'a pas assez. Oui. C'est là le cercle vicieux. Et c'est là que c'est terrible. Ouais. Pas les moyens, pas les fiches de paye nécessaires, donc pas de crédibilité vis-à-vis des propriétaires ou des institutions sociales. Et la galère, et le cercle vicieux de la galère. Aujourd'hui, vous êtes donc animateur de grande surface le week-end. Le salaire ne permet pas donc de louer un appartement pour vous, pour récupérer votre fils. C'est votre plus grand combat. Vivre à l'hôtel, on imagine que c'est quelque chose d'agréable. Découvrez à quoi ressemble un quotidien comme celui-là. Céline, 21 ans, et Nicolas, 25 ans, vivent depuis 3 ans dans une chambre de 13 mètres carrés à l'hôtel. Pour s'en sortir, ils additionnent les petits boulots, mais ça ne suffit pas. Il ne reste même pas une baguette d'hier. Donc, voilà où on habite. Malheureusement, c'est petit. Mais bon, on a quand même la chance d'avoir un toit sur la tête. Donc là, c'est notre coin, nous, lit. Là-bas, c'est notre petit hamster. Bon, il y a nos affaires. On a quand même la chance d'avoir un frigo, qui est génial. On a une salle de bain dans la chambre, donc avec douche et toilette.
Moi, j'essaye un petit peu, vous voyez, le pot de fleurs, l'aquarium. J'essaye quand même d'habiller cette chambre parce que le mur blanc, on se croirait dans une prison. Donc, moi, j'aime pas ça, je me sens pas bien dans ma peau. Donc, c'est aussi pour ça qu'on met des pluches sur le lit, voilà. qu'on a un petit aquarium avec les plantes et tout ça. C'est histoire de se sentir un tout petit peu plus chez nous, même si ça ne l'est pas. Céline et Nicolas gagnent leur vie en faisant des animations commerciales dans les magasins. On fait appel à eux pour des missions ponctuelles et leur salaire est irrégulier. Au mois d'avant, elle avait On a tout un dossier en fait où on met tout ce qu'on a comme nos salaires, Tous nos salaires, nos contrats de travail. Donc ça c'est ses salaires. Ça c'est à moi. Pour le mois d'août, elle a eu 65,05 €. Donc c'est pas excessif. Et moi, pour le même mois, par contre, moi j'ai eu 574 €. Avec leurs différents petits boulots, Céline et Nicolas gagnent en moyenne 500 € par mois, ce qui est très insuffisant pour payer leur chambre d'hôtel, qui leur coûte 930 € chaque mois. Pour garder leur toit et manger, ils sont donc obligés de faire la manche tous les jours. Merci. Ouais. Excusez-nous. Excusez-nous. Bonjour, on peut se permettre de vous déranger 2 petites secondes parce que c'est là avec ma femme, on a un gros souci, on est 2 petits jeunes en difficulté. On essaye désespérément de trouver un peu de monnaie pour se payer une chambre d'hôtel et pas dormir dehors. C'est pas grave, merci, bonne journée. 3 ans de manche comme ça tous les jours. 3 ans qu'on en bave. Pour régler l'hôtel de ce soir, ils sont encore loin du compte. Encore 26 €, donc on est un peu loin du compte. C'est de demander aux gens si... c'est déjà très gentil. J'ai rien du tout, je suis désolée. C'est une monnaie sur moi. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est sûr. Bonne journée, merci quand même. Vous auriez pas un ticket restaurant par hasard? C'est pas grave, merci quand même. La manche est vraiment pas facile, quoi. C'est se dire aux gens, bah oui, on est dans la rue, quoi. Oh, c'est très gentil. Super. Merci beaucoup, monsieur. Passez une bonne journée, merci, au revoir. Merci beaucoup, c'est très gentil. Il y a 14 mois, Céline et Nicolas sont devenus parents d'un petit Thomas, mais à cause de leur logement précaire, le petit garçon a été placé en famille d'accueil. Leur seul moyen pour revivre ensemble serait d'avoir un logement comme tout le monde. Ça me fait... J'aime pas les... Le fait de revoir ça, c'est un passage difficile quand même. Très difficile. Comme ça, le monde est injuste, comme on dit. Allez. On a les photos. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. Donc franchement, moi je suis mal. Rien que le fait d'en parler, on a la boule, on a une boule dans la gorge. Ça fait mal parce que là on va le voir quoi, 1h30. 2 fois par semaine, ils rendent visite à Thomas, des moments qu'il ne manquerait pour rien au monde. Le point de rencontre est loin, pour s'y rendre il faut prendre un bus et frauder. Un ticket c'est trop cher. Coucou mon bonhomme. Coucou mon cœur. Je continue de voir par maman. Je commence à voir par maman. La sortie, c'est toujours le plus dur, quoi. C'est vraiment un enfer, c'est la déchirure à ce moment-là, quoi. Alors, en fait, on l'a 1h30 et on le rend, quoi. Donc c'est comme après, quoi. On a l'impression qu'il nous est prêté, que c'est pas nous les parents, quoi. Ouais. Voilà. Donc moi je suis mal. Là je suis mal. On est vraiment mal. On n'est pas bien psychologiquement, on commence à avoir les boules, quoi. Vous êtes rencontrés il y a combien de temps? Il y a 3 ans et 5 mois, demain. Un coup de foudre? Ouais, immédiat. Comment vous êtes abordés tous les deux avec votre souffrance? Disons qu'en fait, je faisais déjà la manche, moi, à l'heure actuelle. Et en fait, un jour, on s'est rencontrés, on connaissait des amis en commun. Et lui est venu en roller parce qu'il était tout le temps en roller avant. Et du coup, ce jour-là, on s'est vus, on s'est parlé. Et puis, 2 mois après, on s'est encore vus. Je suis allée le réveiller. Et du coup, depuis le réveiller. Parce qu'en fait, il dormait dans un tunnel, dans une gare. Et ce jour-là, je suis allée le réveiller. Et on a dormi 4 jours dehors et après on s'est dit c'est pas possible, on se prend en main. Voilà, on se prend en main. 1 plus 1 égale 3, voilà. 4, 5. Exactement. Ouais. Que faut-il pour récupérer votre enfant en fait maintenant? Un appartement et un travail stable, tout simplement. C'est les deux. Une adresse et voilà. Et un boulot. Voilà. Et un boulot. Fixe.
Qu'est-ce que vous cherchez comme boulot? Peu importe. Peu importe. On prend tout. Première chose, dès qu'on peut avoir, ne serait-ce qu'un travail le matin pour pouvoir toujours payer la chambre de l'après-midi. Et vous n'y arrivez pas à trouver ce boulot? Non, parce que malheureusement, on est classifié comme SDF parce qu'on a des domiciliations. Donc SDF, ça veut dire personne qui ne respectera pas les horaires, ne respectera pas les ordres. Il faudra un peu l'anarchie dans l'entreprise. Donc on est pour ces raisons-là. Si vous avez des offres d'emploi à proposer à nos invités, faites-les passer par notre site internet ou par courrier à France 2. Et évidemment, nous les transmettrons. C'est important. Cartouche ne dira pas le contraire. La bonne nouvelle pour vous, Cartouche, c'est la sortie de votre DVD Ouf le prof, dans lequel vous prouvez qu'apprendre peut être un plaisir. C'est une information pour beaucoup d'entre nous. C'est quoi ce genre de prof que vous incarnez? Le prof que j'aurais adoré avoir. Un prof complètement déjanté, ouais, qui prend le prétexte de s'amuser, donc de dire que les vaches ont 3 estomacs, c'est pas très important, mais voilà, il le raconte, il le défend. Ouf le prof, un extrait. Alors les enfants, prêts à apprendre les mystères de la matière? Hein? Alice, veux-tu retirer ce stylo du nez de Kevin, s'il te plaît? Oui, mais c'est lui qui l'a mis. Kevin, veux-tu retirer ton nez du stylo d'Alice, s'il te plaît? Kevin? Kevin, nom d'un chien astronaute! Vas-y, s'il te plaît! Oups. Kevin, vu la distance de ton nez au tableau et la durée du voyage, j'estime que la vitesse de ce projectile est de 160 km/h. Oh non. Vous avez connu la galère, Cartouche, vous nous l'avez raconté, vous en êtes sorti à l'énergie, en gardant toujours le sourire? Le sourire, c'est pas toujours évident, mais l'espoir, une fois de plus, je trouve que c'est rempli de courage, c'est vraiment une vraie leçon, quoi. C'est à un moment donné, il y a l'humanité qui est là, il y a une autre humanité qui apparaît, et ce que je ressens là autour de moi, c'est ça, quoi. Donc c'est pour ça que je me sens très touché, parce que je sais pas ce que moi je ferais à leur place, mais en tout cas, je souhaite avoir le même courage à ce moment-là. Et le même humour, la même distance qui permet quand même de ne pas s'enfoncer, de ne pas s'habituer à cette vie-là et de pouvoir se tourner vers l'avenir. Vous avez écrit aussi un bouquin, Frédéric, qui s'appelle Priscille, où vous racontez une partie de votre histoire. C'est aussi une façon de pouvoir la dépasser. On espère de tout cœur bientôt prendre des nouvelles de tous nos invités et que les nouvelles soient bonnes. Faites de gros câlins à Thomas de notre part. Merci, à bientôt.